Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Antoine, AP Coaching sur les réseaux sociaux. Je suis coach sportif et j'aide les pratiquants d'un niveau intermédiaire à avancer, à améliorer leur composition corporelle et surtout à réussir à construire beaucoup plus de masse musculaire si jamais ils sont perdus à travers le flot d'informations qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai par exemple pu aider Laurent ou bien Alexandre ou même Moufid a réussi à passer un cap dans leur progression. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, il est assez simple, c'est tout simplement reprendre le tout premier programme de bodybuilding que j'ai pu créer, et en l'occurrence, c'est le programme que j'avais créé pour moi à l'époque où j'ai débuté le bodybuilding. Et l'objectif, ça va être de s'intéresser un petit peu aux choses qui étaient bien, aux choses qui étaient moins bien, et on va aller introduire certains concepts de programmation, d'entraînement, etc. L'objectif, c'est tout simplement vous donner pas mal de mes connaissances et surtout se baser sur un cas pratique avec une réelle analyse de programme. Et vous verrez que de toute façon, je vous ai laissé une petite ressource en description que vous pouvez télécharger à la fin de la vidéo ou même maintenant si vous le souhaitez, qui vous donne des petites clés supplémentaires sur ce qui touche à la sélection d'exercices. Et écoutez, sans plus attendre, on attaque sur l'analyse du programme. Format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. L'objectif du format aujourd'hui, comme son nom l'indique, c'est tout simplement d'analyser le tout premier programme de bodybuilding que j'ai pu réaliser, donc mon programme de bodybuilding, lorsque j'ai fait ma transition du streetlifting au bodybuilding, même si c'était une forme de streetlifting, powerlifting, on va dire qu'il y avait un petit peu un mix entre les deux, c'était du powerlifting sans le développer couché parce que j'étais trop mauvais. Mais l'objectif c'est d'analyser un petit peu ce programme-là, voir ce qui était plutôt pas mal et voir ce qui était un petit peu moins bien et qui aurait pu être amélioré assez facilement. Alors, je me suis aidé de Claude pour faire une présentation un petit peu plus sympa au niveau du programme, étant donné qu'à l'époque, ça avait été fait sur un vieux document Word et que c'est pas exceptionnel en soi. Et même chose, vous le présentez sur un document Google Sheet ou quoi que ce soit, ça aurait pas été le plus parlant. Là, je pense que vous le présentez sous ce format-là, ça va être un petit peu plus agréable. Donc, l'objectif, ça va être d'aller regarder ça. Premièrement, là on le voit, de toute façon, ce programme-là, il était tout simplement roulant sur 9 jours. La structure était relativement simple, il y avait 2 jours on, 1 jour off. Autrement dit, on enchaîne 2 jours d'entraînement et puis juste après, on avait 1 jour de repos. La première problématique que moi je vois avec ce type de programme-là, alors, premièrement, c'est en effet, si jamais vous êtes quelqu'un avec des impératifs professionnels ou quoi que ce soit, ou potentiellement vous avez une vie de famille et vous avez généralement besoin de réussir à vous libérer assez facilement vos week-ends, je pense qu'avoir une structure qui est roulante sur 7 jours, et vous avez systématiquement les mêmes journées qui sont reproductibles de semaine en semaine, je pense que c'est beaucoup plus simple. L'autre problématique avec ce programme-là, en tout cas quand vous utilisez un système de roulement de la sorte, c'est que vous vous retrouvez typiquement parfois avec un jour de repos en plus ou un jour de repos en moins entre 2 sollicitations pull ou 2 sollicitations push. Et même chose, ça fait que parfois vous avez potentiellement une séance push avec un jour de repos la veille ou potentiellement une séance push avec un leg day qui a eu lieu la veille. Ce qui fait que si vous souhaitez réellement prioriser quelque chose, ça peut devenir relativement compliqué. Alors, pas que ce soit totalement impossible, loin de là, c'est totalement faisable avec ce type de programme, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le fait de sortir de ce cadre de 7 jours et d'aller chercher un cadre de 9 ou bien 10, 11 jours potentiellement, ça vous offre une certaine liberté. Par contre, vous vous exposez quand même à une complexité de programmation qui est un petit peu plus importante. C'est pas nécessairement ce que j'irais recommander si jamais vous n'avez pas énormément d'expérience en programmation. Ça, c'est probablement le premier point qu'on peut relever. Maintenant, l'objectif, ça va surtout être de s'attarder un petit peu plus précisément sur la structure des séances en soi. Alors, au niveau de la structure des séances, là, on avait a priori la séance push 1, à savoir que du coup, c'était tout simplement un push-pull legs x2, donc 2 séances push, 2 séances pull différentes, et 2 séances legs différentes. Au niveau des séances push, on avait une séance qui était plutôt focus épaule, une autre séance qui était plutôt focus pectoraux, même si on va le voir plus tard, le focus n'était pas nécessairement très prononcé, ce qui ressort actuellement sur mon physique de toute façon. Au niveau des séances pull, on avait une séance focus épaisseur, j'entends par là plutôt upper back trapèze rhomboïde, et une séance plutôt focus grand dorsal, largeur, si on peut dire ça comme ça, c'est comme ça que je l'avais noté à l'époque. Je suis pas nécessairement d'accord avec ces appellations actuellement, mais ça permet d'avoir une certaine idée. Et au niveau des séances jambes, on avait une séance sur laquelle les ischio-jambiers étaient plus ou moins priorisés, et la seconde séance jambes sur laquelle les quadriceps étaient plus ou moins priorisés, même si même chose, la notion de priorité à l'époque n'était probablement pas très bien comprise de mon côté. Alors,
là, quand on vient analyser un petit peu cette séance push, première chose qui ressort au niveau de la sélection des exercices. Bon, on se retrouve avec un développé couché incliné halter à 60 degrés, on se retrouve avec un développé couché incliné à la barre, et on se retrouve ensuite avec du développé couché prise serrée. Bon, étant donné qu'on est censé être sur une séance focus épaule, ça s'entend relativement bien. J'ai pas nécessairement un point fort pectoraux, j'ai les épaules qui ont tendance à être assez facilement recrutées, donc le fait d'avoir deux patterns d'incliné avec une déclinaison progressive au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, c'est pas nécessairement bête en soi, il y a une certaine cohérence à ce niveau-là. Ce qui est un petit peu plus problématique par contre, c'est le fait de se retrouver avec un pattern de développé en libre, un second pattern de développé en libre, de nouveau un autre pattern de développé en libre, probablement pas très pertinent. Est-ce que la gestion de la stabilité sur le troisième pattern de développé, elle va réellement être bien gérée? Est-ce que ça va me freiner d'un point de vue production de performance et capacité à me rapprocher de l'échec? Probablement. Dans ce cas-là, j'aurais très bien pu passer sur un développé couché prise serrée à la Smith Machine, ça aurait peut-être été plus pertinent, et encore pertinent si on estime que le développé couché prise serrée, c'est quelque chose de cohérent pour le développement des triceps, ce qui, à mon avis, n'est probablement pas la variante la plus intéressante. Je pense que vous dirigez vers des dips ou bien un JM press, c'est probablement plus intéressant en soi. Ça, c'est la première chose que je serais allé rectifier. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de travail d'épaule, des élévations latérales au câble, donc en tension d'étirement, même si parler de tension d'étirement pour le deltoïde latéral, je trouve que c'est relativement compliqué, ça vous permet de saisir l'idée. Et après on avait un superset, élévation latérale haltère plus extension triceps à la double corde. Bon, l'utilisation de la double corde, ça c'était plutôt intelligent on va dire. Le fait que ce soit un superset, je pense pas que ce soit nécessairement dérangeant. J'ai pas de souvenir suffisamment précis de cette période-là, mais je me rappelle pas nécessairement que le cardio pouvait me venir me limiter. Je pense que placer un superset comme ça, quand vous manquez de temps sur deux exercices d'isolation, qui plus est en bilatéral, c'est quelque chose qui est totalement faisable et ça vous empêchera pas de vous rapprocher de l'échec. Au contraire. Il ne faut pas hésiter des fois à utiliser des supersets, en particulier sur des exercices d'isolation, si ça vous permet d'accumuler suffisamment de volume lorsque vous manquez un petit peu de temps. Dans ce cas-là, utilisez-les. Je pense qu'il vaut mieux se dire que, en effet, peut-être que soi-disant ça pourrait être un petit peu moins optimal ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est moins optimal si ça vous empêche de vous rapprocher de l'échec. Parce que vous fatiguez nerveusement, parce que vous fatiguez d'un point de vue cardio ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, c'était pas nécessairement le cas avec le choix de ces exercices-là. Ça permet d'accumuler un petit peu plus de volume. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose de cohérent. La seule chose que j'aurais peut-être fait, c'est probablement mettre ce superset en 4e position dans la séance et j'aurais mis en dernière position du coup les élévations latérales à la cuff. Tout simplement parce que on fatigue généralement un petit peu plus en position raccourcie, donc ça aurait été sûrement plus pertinent de travailler le deltoïde latéral avant de venir le travailler en position étirée, ou en tout cas avec un exercice qui met un peu plus l'accent quand on est en position étirée en soi. Si on vient regarder le reste, au niveau du nombre de séries, on est sur un volume qui est relativement bas, moyen, si on peut dire ça comme ça, même si c'est très dépendant de chaque individu. Là, on a un total de 6 séries. Ensuite, on vient tout simplement en avoir 3, donc on est à 9, et ensuite on en rajoute 8. Étant donné que c'est un superset, ça nous fait un total de 17 séries. C'est relativement classique. Si vous regardez, la grande majorité des individus, ils se situent probablement, pour vous donner une fourchette assez large, ils se situent généralement entre 12 et 20 séries par séance en soi. Évidemment, plus vous avez d'exercices polyarticulaires durant la séance, plus c'est difficile d'avoir un nombre de séries important durant votre séance, plus vous aurez un nombre d'exercices d'isolation important durant la séance, plus ça ne pose pas de problème de vous retrouver avec un nombre de séries relativement important durant la séance. Je prends un exemple tout bête, si jamais vous effectuez une séance bras-épaules, vous faites que les triceps, biceps et des patterns d'élévation latérale, bon, je pense que sur une séance comme ça, atteindre les 30 séries, c'est pas du tout aberrant en soi. Il y a sûrement la possibilité de caler pas mal de supersets par-ci par-là. Généralement, vous pouvez sûrement vous permettre d'avoir des temps de récupération qui sont un petit peu amoindris en soi. Donc, pas bête du tout. Par contre, sur une séance jambes, évidemment, vous envoyez 30 séries. Personnellement, j'ai déjà fait des séances jambes à 57, 58 séries, je sais plus au maximum. Là, en effet, je pense qu'en termes de productivité, c'est proche du néant. Bref. Concernant le choix des tranches de répétition, on a un format assez classique, top set, back offset, on démarre avec du 6-9, 9-12. On arrive sur les exercices d'isolation, je débute par du 12-15, 9-12, un 9-12, et puis un drop set. Ici, rien de particulier à dire. Est-ce que le drop set était réellement utile et est-ce que c'est réellement productif en soi? Je pense que ça peut être discutable. Ici, je ne me rappelle plus nécessairement pourquoi je l'avais positionné. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y avait une notion de plaisir, parce que j'ai toujours apprécié faire des drop sets, je trouve ça sympa. Est-ce qu'il y avait un objectif de productivité derrière? Peut-être, si c'était le cas, je pense pas que ce soit le plus pertinent à mon avis, juste placer un drop set comme ça, je vois pas réellement d'intérêt.
Et après, 4 séries, 12-15 répétitions pour des élévations latérales haltères et des extensions triceps à la double corde. Pas déconnant à ce niveau-là non plus. La seule petite chose, pareil, qu'on pourrait venir discuter un petit peu, c'est l'utilisation de la double corde. Alors en effet, quand vous utilisez une double corde, ça vous permet d'avoir la trajectoire en fait, que vous appliquez avec votre mouvement de bras qui est un petit peu plus proche de la direction de votre résistance. Du coup, le câble, si vous avez une corde courte, potentiellement vous avez en fait la direction de la résistance de votre câble qui va être comme ça. Et vu que la corde est très courte, vous allez être obligé de fortement écarter et vous vous retrouvez en fait avec des lignes qui ne sont pas du tout alignées en soi. Contrairement à si vous avez une double corde, vous vous retrouvez probablement avec quelque chose comme ça. C'est un petit peu plus aligné, mais ce ne sera jamais à 100%, d'autant plus si vous êtes relativement large d'épaule et de clavicule. Je pense que dans ce cas-là, le plus intéressant honnêtement, ça reste tout simplement de vous entraîner en unilatéral. Même chose, si jamais vous manquez de temps, là c'est à voir à quel point vous êtes à l'aise sur l'exercice en bilatéral, à quel point vous pouvez vous rapprocher de l'échec. Est-ce que ça provoque pas de gêne, douleur au niveau de l'articulation, coude, épaule, poignet, si vous avez un valgus ou quoi que ce soit. Là il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais s'il n'y a pas de contrainte de temps, j'irai favoriser l'unilatéral dans tous les cas. Ok. On arrive sur la deuxième séance, cette fois-ci la séance pull 1, alors en l'occurrence, focus wide, largeur et arrière d'épaule. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on va avoir une séance qui est composée de 5 exercices elle aussi. Premièrement, des tractions lestées. Alors quand j'ai mis pro, ce que j'entendais par pro à l'époque, c'était tout simplement avec les critères de street lifting, je voulais conserver un petit peu les tractions et réussir à continuer à progresser en force à ce niveau-là, parce qu'à l'époque l'objectif c'était d'atteindre une traction lestée à 75 kg, objectif qui n'a pas été atteint. Je crois que je m'étais arrêté entre 65 et 70 kg, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais ça se situe entre les deux, ce qui était pas trop mal relativement à mon poids de corps. Ensuite, on avait du tirage large, barre droite inclinée sur un banc. Je pense pas que ce soit l'option la plus pertinente, surtout qu'après on avait du tirage large, T-bar, ensuite on avait du pull-over et ensuite on avait du curl halter en superset avec des mollets. Alors, au niveau des tractions, est-ce que c'est le choix le plus pertinent pour réussir à travailler la musculature du dos? Je pense que c'est relativement compliqué de bien travailler la musculature du dos avec les tractions, que ce soit le grand dorsal ou le upper back. Si c'est réellement un exercice qui vous fait plaisir ou potentiellement il y a des objectifs de performance dessus, dans ce cas-là, c'est un très bon argument pour le placer. Ça va pas plus loin que ça. Si jamais l'objectif principal c'est l'hypertrophie, en revanche, je pense qu'il y a des options un petit peu plus intéressantes que ça. Nonobstant, les tractions reste un exercice qui va bien travailler votre dos. On est loin d'être sur une option qui est incohérente ou quoi que ce soit. Le fait qu'il y ait des options plus intéressantes ne rend pas l'exercice inefficace. Il faut bien faire attention à ça. Il y a ce qui est optimal et il y a ce qui est efficace. Ensuite, bon, cet exercice-là, au niveau de la setup, c'était prise de tête honnêtement. Le banc était épais, ça minimisait fortement l'amplitude au niveau de la contraction. Ça, c'était pas à refaire. Ça, je pense que je voulais absolument le faire. Je sais pas, j'avais vu un mec avec un gros dos sur Instagram ou quoi que ce soit et je me suis dit, let's go, ça me donne envie, ça a l'air sympa. Pas très malin. Surtout que c'était suivi par du T-bar, prise large. Donc en gros, pronation, coude ouvert, on est littéralement sur le même pattern en soi, à part qu'en effet, on a un petit peu plus d'élévation. On a une trajectoire un petit peu plus diagonale et un petit peu plus vers le haut sur le tirage ici, vu qu'on était sur banc incliné, alors qu'avec le T-bar on se retrouve beaucoup plus sur un pattern de tirage réellement horizontal et un petit peu moins dirigé en hauteur, donc on a peut-être un peu moins d'intervention des trapèzes supérieurs. C'est pour chipoter, essayer de me défendre ici. Honnêtement, là on était sur un exercice doublon, je pense pas que c'était très très intéressant. Là, ce qui aurait plutôt été pas mal, c'est pourquoi pas se mettre un rowing à un bras ou quoi que ce soit, ou même pourquoi pas tout simplement un tirage à un bras pour le grand dorsal. Je pense que ce serait venu compléter les tractions. Je pense que ce serait venu compléter les tractions de manière un petit peu plus pertinente en soi. Le pullover ici, c'est pas bête sur le papier. Dans mon cas, c'est un petit peu débile, étant donné que je me suis déchiré et luxé plusieurs fois l'épaule gauche, 7 ou 8, j'ai arrêté de compter les mouvements de pullover, j'ai pas nécessairement d'explication, j'ai pas cherché à suffisamment creuser, que ce soit en unilatéral, que ce soit classique ou quoi que ce soit, ça m'occasionne souvent une gêne au niveau de l'épaule, je n'arrive littéralement pas à aller à l'échec à cause de ça à chaque fois, et c'était déjà le cas à l'époque. Là je plaçais le pullover tout simplement parce que j'étais en mode, le pullover c'est bien pour le grand dorsal, mais même si c'est un exercice est bon, biomécaniquement il fait sens, il a l'air d'être optimal ou quoi que ce soit, les plus grands gourous d'Instagram vous l'ont dit, même des personnes qui sont très très qualifiées et que vous estimez et qui sont de confiance,
si jamais vous avez des problématiques personnelles qui vous empêchent d'atteindre l'échec ou d'être suffisamment à l'aise sur cet exercice-là, ne le faites pas. Il n'y a pas d'option obligatoire, et en musculation, ce qui est pas mal, musculation, bodybuilding, vous avez quand même beaucoup de choix d'exercices, donc généralement, vous aurez toujours des choses qui vous permettent de travailler autrement. Derrière, superset, curl halter, mollet, bon, plus ou moins la même réflexion que ce qu'on a fait tout à l'heure avec les élévations latérales et le push-down. S'il y a un manque de temps, pourquoi pas, mais ça aurait probablement pu être un petit peu plus pertinent en soi. Au niveau des tranches de répétition, c'est relativement cohérent. Ici, bon, l'objectif c'était de travailler la force, donc c'est ok. Là, on était sur du 9-12, il y avait le fait que c'était un peu galère à mettre en place ou quoi que ce soit, donc aller chercher du 6-9, ça aurait pas été très pertinent, pourquoi pas, il y avait une cohérence ici. Ici, 9-12, 6-9, 6-9, pourquoi pas, bon, pourquoi est-ce que je débutais par du un petit peu plus léger et ensuite du un petit peu plus lourd, alors que c'est pas nécessairement ce que je faisais ici. Ça peut potentiellement s'entendre dans certains cas, le fait de le faire comme ça. Je pense que c'est assez particulier. À mon avis, ça restait pas pertinent ici. Ça restait pas pertinent ici, donc ça c'était un mauvais choix. Pullover 12-15, c'est ok. Mollet et curl 12-15, pourquoi pas. Le curl en 12-15, ok, étant donné que pareil, à l'époque, j'avais déjà des petites gênes au coude ou quoi que ce soit. Pour les mollets en 12-15 répétitions, je pense pas que ce soit très pertinent. Personnellement, j'aime bien travailler les mollets en 6-9 ou en 9-12, simplement parce que c'est un exercice chiant. Les gens ont du mal à se dépasser dessus, et je pense que quand on a de base du mal à se dépasser sur un exercice, aller rallonger les séries avec des tranches de répétition élevées, c'est probablement le meilleur moyen de ne pas pousser l'intensité. Donc autant aller chercher du 6-9, même si certains papiers nous indiquent que travailler les mollets avec des tranches de répétition un petit peu plus élevées, ce serait plus intéressant. Dans quelle mesure? Je pense que réussir à se rapprocher de l'échec, ce sera toujours dominant ici. Donc si c'est votre cas, n'ayez pas peur de travailler les mollets en 6-9. Les séries passent très très vite, vous vous rapprochez facilement de l'échec. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Notre troisième séance, la séance jambe numéro 1 du coup. On débute alors par du leg curl, ça c'est ok. Déficit deadlift, d'accord. Front squat, hack squat, leg extension, sissy squat, adducteur. Bon, là, il y a pas mal de choses qui ressortent. Bon, ici, leg curl, 3 séries de 12-15 répétitions en début de séance. Généralement, j'aime bien débuter par un pattern de leg curl. Ça permet tout simplement de... Hop, on se remet dans le cadre. Ça permet tout simplement de congestionner un petit peu les ischio-jambiers. Je me sens toujours plus stable au niveau de l'articulation du genou en faisant ça. Je trouve ça relativement sympa quand on arrive en bas des patterns de squat, d'avoir des ischios qui sont un petit peu plus gonflés. Ça, why not? Et généralement, on n'a jamais suffisamment d'ischio-jambiers. Donc, je pense que les travailler en début de séance, c'est quelque chose d'assez pertinent en soi. Deadlift derrière, travailler un pattern d'extension de hanche, mettre plutôt l'accent sur les ischio-jambiers quand ils sont sur une grande longueur musculaire, / position étirée, vous appelez ça comme vous voulez, alors qu'avant, ils étaient plutôt travaillés en position raccourcie et c'était un exercice à tension de contraction. Le leg curl que j'avais, c'était la marque Clone Fitness. Je pense que vous pouvez taper sur internet, vous trouverez même pas une seule machine. C'est une marque chinoise qui est extrêmement éclatée et dont les stacks de poids sont extrêmement faibles. Je crois qu'à l'époque, je stackais déjà et c'est aussi probablement pour ça que je faisais que du 12-15 répétitions. J'aurais sûrement programmé du 9-12 parce que 12-15, je trouve ça relativement long et un peu chiant sur du leg curl aussi. Et à l'époque, j'étais vraiment pas très fort. Je suis toujours pas très fort aujourd'hui, mais quand même un petit peu plus qu'à l'époque. Pour vous dire à quel point les stacks étaient relativement légers. Donc là, pourquoi pas. Alors, là, on arrive sur la partie un peu problématique de la séance. Bon, déjà, 3 séries de déficit deadlift en 6-9. Bon, 3 séries, ça commence à être relativement élevé. J'avais déjà des niveaux de force qui étaient relativement importants. Encore une fois, par rapport à mon gabarit, je faisais mes séries à 160, 165 kg de mémoire, aux alentours des 160 kg de ce que j'avais noté sur le doc. Donc, plutôt pas mal pour un poids de corps à 75 kg environ. Ça reste des charges relativement élevées. Le fait d'envoyer 3 séries ici, d'un point de vue management de la fatigue et surtout au niveau du gainage, je pense pas nécessairement que c'était ce qui est le plus pertinent. D'autant plus que quand derrière, on voit que ça enchaîne sur du front squat, alors ça devient encore moins pertinent. Et ça devient probablement encore moins pertinent d'envoyer du front squat en 12-15 répétitions et en 15-20 répétitions. Et je me souviens très bien de ces séries de 15-20 répétitions. Alors, la logique derrière ces séries longues, on peut se dire que c'est relativement intelligent sans l'être. Ce qui était relativement intelligent, c'est se dire, je vais pas mettre trop lourd sur mon front squat, étant donné que j'ai mon gainage qui est relativement affaibli ici. Ok, ça tient comme raisonnement. Par contre, espérer se rapprocher réellement de l'échec musculaire sur un front squat en 12-15 répétitions, et alors
encore moins, encore plus en 15-20 répétitions, c'est totalement désillusoire. Je me souviens que c'était littéralement une épreuve cardio. Généralement, je montais jusqu'à 12-13 répétitions d'une traite et ensuite ça s'envoyait du rest-pause comme pas possible. Il devait y avoir 5-6 implémentations de rest-pause par-ci par-là et j'envoyais les reps une par une. Je me souviens, c'était la bête noire. À chaque fois que j'arrivais sur ma séance, j'étais en mode waouh, cette série-là, elle va littéralement durer 3 minutes. Je sais pas si j'ai laissé ce post-là sur Instagram. Je sais que j'avais publié une séance jambes sur Instagram. C'est très très vieux. Il va falloir remonter loin sur. Bah, pas si loin étant que je publie pas très très régulièrement sur Instagram. J'avais un t-shirt bleu, je crois, Adidas sur ces vidéos-là, si ça peut vous aider à la retrouver. Et il y avait en effet une série de front squat. Je sais pas si elle est en entier par contre, mais elle était extrêmement longue. On partait sur des séries 3 minutes à chaque fois. Autant vous dire que la productivité du reste de la séance derrière était compromise. Alors, en vrai, je me suis toujours donné, j'avais un peu un mental de zinzin, et surtout à cette époque, l'objectif c'était plus de parfait d'un point de vue intensité et me dire je me mets le plus gros tarif possible, indépendamment des performances que je sors. C'était pas surcharge progressive, c'était destruction progressive, si on peut dire ça comme ça. Donc le reste, je m'en voyais quand même, mais que je le veuille ou non, en termes de productivité, il y en avait clairement moins. Donc probablement pas très pertinent non plus. D'autant plus que front squat pour envoyer derrière un hack squat, bon, on est littéralement sur la même chose. Ça aurait été beaucoup plus intelligent de positionner le hack squat à la place du front squat. Et pourquoi pas tout simplement se dire que j'ajoute un petit peu plus de séries sur mon hack squat si je tiens à ce point-là à accumuler plus de volume sur les quadriceps. Donc ça, pas très très pertinent en soi. Derrière, leg extension plus 6-6 squat. Pourquoi pas? Alors, 9-12 plus max. Bon là, 9-12... Ok, why not? Enfin, why not? Il n'y a pas de souci avec du 9-12 sur du leg extension. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est totalement ok. Le superset avec du 6-6 squat, pourquoi pas? Se dire qu'on travaille le droit fémoral en position raccourcie, ensuite on vient le travailler en position étirée, si on est pertinent sur la position de son buste relativement par rapport au fémur et à quel point on va gérer la position du bassin, ça peut faire sens. Et réussir à surcharger suffisamment correctement dans le temps sur un 6-6 squat, je pense pas que ce soit le plus pertinent en soi. Why not? Ça peut s'entendre. À l'époque, toujours d'ailleurs, j'ai pas des gros quadriceps, donc j'ai pas un niveau de force monstrueux. Donc on va dire que le problème de la surcharge progressive, sur du court terme, sur du, je sais pas, un programme qui fait potentiellement 12-16 semaines, même plus en soi par rapport au niveau de force, et le fait que ce soit après un leg extension et qu'il y ait déjà 4 séries au total de quadriceps qui a été effectué en amont, ça peut s'entendre. Ça peut rester cohérent, c'est pas quelque chose que j'irais programmer actuellement pour un client. On peut le défendre. Au niveau des adducteurs, 3 séries, 9-12, 9-12, 6-9. Ça c'est ok, rien de particulier à signaler à ce niveau-là. On arrive ensuite sur le push numéro 2. Donc là, focus pectoraux. Bon, dips pour focus pectoraux. Petit manque de connaissances en anatomie de ma part, mais même chose, comme on l'avait vu plus tôt, j'étais encore dans un délire un petit peu street lifting ou quoi que ce soit. Donc les dips, évidemment, cherchaient à performer dessus, et c'est pour ça qu'ils étaient aussi positionnés en début de séance. Par contre, si vraiment vous souhaitez absolument focus vos pectoraux au maximum, les dips, c'est honnêtement pas le choix le plus pertinent que vous pourriez faire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une multitude d'options qui sont plus intéressantes. Ensuite, on arrive sur du développé couché halter. Non, pardon. On arrive sur une chest press flat. Pareil, je crois que c'était la marque Clone Fitness ou quelque chose comme ça. C'était une machine à chargement par plaque. Exactement. C'était littéralement une reproduction de la flat chest press Technogym. Vous savez, avec les poignées qui ont été mises dans le mauvais sens. Why not? Why not? Alors, why not, en fait, le fait que ce soit une chest press, qu'il n'y ait pas de souci de stabilité ou quoi que ce soit, surtout après un mouvement de dips, ça c'est relativement intelligent. La problématique qu'il y a ici, elle est propre à moi, mais je vous la donne comme ça vous pouvez la comprendre. Dans mon cas, c'était probablement pas pertinent parce que je travaillais plus les épaules qu'autre chose. Tout bêtement, parce que les poignets étaient comme ça. De base, j'ai déjà un valgus relativement prononcé au niveau du coude. J'ai déjà des petits soucis aux épaules par-ci par-là. Donc là, littéralement, pour réussir à se retrouver en rotation interne au niveau de l'épaule, c'était probablement la meilleure solution. Donc meilleur moyen pour se faire mal et probablement ne pas très bien recruter les pectoraux en soi. Bon, ensuite, on arrive sur des écartés à la poulie et derrière, de nouveau, des élévations latérales avec cuff. Dans l'ensemble, à part ce qu'on a vu plus tôt, je pense que la séance reste relativement cohérente en soi. Au niveau des tranches de répétition, pour les élévations latérales, les fly, c'est plutôt pas mal. Bon, là ce qui est un petit peu dommage par contre, c'est le manque de travail au niveau des triceps. Même si c'était pas nécessairement la priorité, étant donné que l'objectif c'était quand même le bodybuilding. Bon, j'avais conscience que mes bras étaient faibles, j'ai toujours conscience que mes bras sont un point faible, mais je pense que ça aurait pu être pas mal de placer un petit peu plus d'isolation. Mais on viendra sur ces points-là juste après, parce qu'il y a quelque chose que je vais aborder avec vous en fin de vidéo. Ensuite, on arrive sur la séance pull numéro 2. Donc là, on se retrouve avec du rowing poulie neutre.
pas la prise triangle, la prise un petit peu plus large. Pareil, on va revenir sur ce point-là juste après. Rowing à un bras avec haltère. Traction prise neutre. Scap pull-up. Donc c'est tout simplement quand vous êtes suspendu à une barre de traction et vous faites votre dépression scapulaire, vous abaissez tout simplement les épaules, plus des shrugs. Et derrière, curl marteau plus mollet assis. Alors, ça, c'est pas trop mal. 6, 9, 9, 12, 9, 12, ok. Ça, c'est pas trop mal. La prise, c'était pas la plus serrée, c'était celle qui était un tout petit peu plus large. Est-ce que je suis très très fan de cette prise-là? Pas nécessairement en soi. La raison est relativement simple. Encore une fois, c'est dans mon cas. Pareil, étant donné que j'ai un valgus relativement prononcé, ce qui va se passer, c'est que moi, même avec une prise neutre comme ça, et même si elle est relativement large, j'ai encore les coudes qui ont une trajectoire relativement vers l'extérieur et j'ai beaucoup de mal à réussir à les conserver proches du corps, même avec cette prise-là. Je me retrouve toujours avec une trajectoire qui est quand même vachement comme ça. Je trouve pas ça très très intéressant pour travailler mon grand dorsal. Honnêtement, pour moi, l'idéal dans mon cas, et c'est probablement la même chose pour vous, si vous êtes relativement large de clavicule et que vous avez un valgus relativement prononcé aussi, je pense que l'unilatéral c'est le mieux. Et dans tous les cas, l'unilatéral sera probablement un petit peu supérieur au bilatéral. Même chose, j'en ai fait un post il n'y a pas très très longtemps. Attention avec l'unilatéral pour le grand dorsal, il y a déjà une problématique inhérente à l'unilatéral, c'est tout simplement que vous devez évidemment effectuer le double de série, donc autrement dit ça prend 2 fois plus de temps. Et la grosse problématique, c'est qu'avec de l'unilatéral, qu'est-ce qu'on voit très très souvent? On voit tout simplement une rotation au niveau du buste. Et généralement, les gens mettent beaucoup trop lourd sur l'unilatéral, contrairement au bilatéral. Et c'est pour ça que je pense que dans la grande majorité des cas, si vous avez des profils débutants, intermédiaires, qui ont peut-être des problématiques avec l'exécution pour les mouvements du grand dorsal, en réalité, se diriger vers du bilatéral dans un premier temps, je pense que c'est probablement ce qui est le plus pertinent. Déjà, parce que vous faites en sorte d'éviter qu'il y ait un côté qui soit travaillé avec une certaine fatigue en amont, quoi que ce soit pour l'apprentissage d'un mouvement, je pense pas que ce soit le plus intéressant. De deux, vous évitez de leur envoyer un volume qui est trop important, un temps de séance qui s'allonge de manière un petit peu inutile, et vous évitez surtout cette erreur technique. C'est généralement des gens qui ont déjà du mal à gérer leur stabilité, qui ont du mal à gérer l'immobilisation de leur tronc ou quoi que ce soit pendant un mouvement. Donc unilatéral, c'est probablement quelque chose que j'irais préférentiellement utiliser, et j'irais plutôt bilatéral, pardon, et j'irai plutôt déployer l'unilatéral à partir du moment où je vois que la maîtrise des mouvements est quand même un petit peu meilleure. Ici, bon, du rowing haltère à un bras, après avoir fait ça, je pense qu'on est sur un exercice qui reproduit un petit peu le tout. Pareil, on passe d'une trajectoire totalement horizontale à une trajectoire un petit peu plus en biais vers le haut, un peu plus de trapèze supérieur, mais honnêtement, surtout que je me rappelle mon exécution, c'était pas pertinent du tout. On faisait plus un travail d'oblique et d'érecteur du rachis qu'autre chose. Traction prise neutre, pareil, ici, il y avait cet objectif de street lifting, donc j'étais parti sur des tractions plutôt qu'un tirage vertical en neutre. On est sur un pattern relativement similaire. Ça reste relativement cohérent pour l'entraînement du grand dorsal ici, à part cette petite pépite qui aurait pu être, cette petite pépite, pardon, juste ici qui aurait pu être retirée. Ici pour un travail des trapèzes, why not, ça peut s'entendre, même si je pense que les shrugs est un petit peu plus intéressant. À mon avis, là, ce qui aurait été pas mal, vu qu'on l'a vu plus tôt, j'avais accès à un T-bar, ça aurait tout simplement été de se mettre sur le T-bar et en fait tout simplement faire des Kelso shrug, Keslo, Kelso, je ne sais jamais lequel des deux c'est, mais vous avez saisi l'idée, je pense que ça aurait été plus intéressant. Et derrière, du curl marteau, plus des mollets assis, bon pareil, 12-15 répétitions pour les mollets, même problématique que ce qu'on a vu plus tôt, je pense que c'est relativement long, même chose, avoir du 12-15 en superset, c'est peut-être un petit peu long ou quoi que ce soit, il y aurait eu plus pertinent, et pareil, juste du curl marteau, sachant que là on a déjà eu du neutre ici, et que je manque de biceps, ça aurait probablement été un petit peu plus intéressant de travailler sur de la supination en soi. Et on arrive sur cette dernière séance, leg extension, ok, 4 fois hack squat, de nouveau du hack squat, incline, leg press, low foot, bon bref, leg press focus quadriceps, j'appelais ça comme ça à l'époque, je vous ai laissé les noms un petit peu bruts, lying leg curl. Alors, ce qui aurait été intéressant, et adducteurs de nouveau pour la fin. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de volume au niveau des adducteurs, donc il y avait déjà cette conscience à l'époque de les adducteurs représentent une part non négligeable du volume de la cuisse, en particulier de face, et évidemment ça vous aide sur vos poses de profil, plus vos adducteurs sont gros, plus vos quadriceps ont une masse musculaire, plus vos ischio-jambiers ont une masse musculaire importante sur laquelle venir s'apposer, et évidemment sur vos side chest, side triceps, ça vous aidera à faire littéralement dégueuler vos ischio-jambiers sur le côté, ce que je trouve particulièrement magnifique en soi, même si malheureusement ce n'est pas ce que j'ai.
Leg extension, ici c'est pas mal, exercice en position raccourcie, courte longueur musculaire en début, hack squat. Le fait qu'il y ait eu le hack squat une deuxième fois, qu'il y ait une répétition d'exercice, je vois pas du tout de souci avec ça. Je pense que c'est un bon exercice, ça n'occasionnait aucune douleur dans mon cas. Le hack squat était plutôt pas mal, pareil c'était la marque Clone Fitness pour le coup, mais le hack squat était pas mal cette fois-ci, c'était à chargement par plaque bien sûr. Donc là-dessus je vois pas du tout de souci à utiliser 2 fois le même exercice sur une même semaine dans un même programme, je pense pas du tout que ce soit un problème. Incline leg press, ça c'est pas mal. Là, typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du travail des quadriceps, c'est quand même beaucoup plus cohérent que ce qu'on pouvait avoir sur la première séance où on avait du front squat, ensuite du hack squat et ensuite du leg extension plus 6 squat. On s'aperçoit que ça nous fait un volume relativement élevé, c'est un grand mot entre guillemets, mais on a 8 séries pour les quadriceps ici, et la dernière séance, pareil, on avait 8 séries, dont 4 séries leg extension plus 6 squat qui étaient en superset. Donc la priorisation, soi-disant ischio-jambier, qui était censée être présente sur une séance, elle n'était pas réellement présente en soi, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a au total seulement 7 séries d'ischio-jambier sur 9 jours, ce qui est relativement faible en soi, honnêtement, il ne fallait pas espérer qu'il progresse énormément avec ça, et de toute façon, c'est ce qui s'est vu sur mon physique. Bon, derrière, au niveau du choix des tranches de répétition, je pense que c'est pas trop mal ici. Là, potentiellement, on pourrait venir argumenter que le 9-12, d'un point de vue cardio, c'est quelque chose qui peut être problématique ou quoi que ce soit. À l'époque, je me rappelle pas que mon cardio était problématique sur la leg press en soi, donc je pense pas que c'était un souci ni que ça manquait de cohérence. Dans l'ensemble, cette séance-là est plutôt pas mal. Et là, ce que je voulais aborder avec vous avant de clôturer cette vidéo, ce qu'il faut regarder, c'est que ça, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, et c'est probablement la chose la plus importante quand vous allez analyser un programme. Là, ce qu'on a vu, c'est plus ou moins la structure du programme, sur certaines choses qui pouvaient plus ou moins être cohérentes par-ci par-là, par rapport au focus qui était annoncé sur les différentes séances. Mais normalement, bon là de toute façon, tous ceux qui sont coachs, vous voyez déjà où je vais en venir de toute manière. Analyser un programme comme ça n'a pas énormément de sens si je ne vous donne pas une indication très précise en soi. C'est quoi les objectifs et c'est quoi le focus? Qu'est-ce que je souhaitais focus en particulier avec ce programme-là? Et là, de toute façon, on le voit, c'est probablement la problématique principale de ce programme-là. Et on l'a vu plus tôt, de toute façon, cette structure push-pull legs x2 par système de roulement, c'est difficile de faire ressortir une priorisation. Et c'est pareil, il n'y a pas de priorisation qui ressort ici. En soi, on a beaucoup de travail au niveau du deltoïde antérieur, le travail des pectoraux est relativement modeste, il n'est pas priorisé réellement sur une séance ou quoi que ce soit. Au niveau du travail du dos, pareil, il y a des petites erreurs par-ci par-là, on n'a pas réellement du grand dorsal ou du haut du dos qui est priorisé par-ci par-là. Même chose, les bras ne sont pas priorisés, ils sont même totalement dépriorisés, littéralement. La seule priorité qu'on pourrait potentiellement voir qui ressort un petit peu, en réalité, c'est les quadriceps. Mais ce n'était pas du tout la priorité à cette époque, c'était totalement involontaire. C'est plus ou moins la seule priorité qui peut ressortir de manière relativement significative sur le programme. Et en réalité, si je venais analyser mon physique de l'époque, et je vais vous mettre une petite photo juste ici, bon, vous allez tout de suite voir de toute façon quelle est la problématique qui ressort selon moi au niveau de ce physique. Au-delà du fait en effet que les jambes étaient un petit peu à la ramasse, l'objectif c'était pas nécessairement de prioriser les jambes. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je venais tout simplement du street lifting, je ne travaillais pas énormément les jambes. Alors, je les faisais quand même une fois par semaine, mais je m'entraînais évidemment à l'époque à la maison avec le peu de matériel que j'avais que 2 kettlebells de 24 kg, autrement dit pour travailler les jambes de manière sérieuse, les comment ça s'appelle, pistol squat, les RDL, etc., 24 kg, on a les split squats et tout, on a très très vite fait le tour à un moment. Donc, ça, j'en avais plus ou moins conscience que chercher à envoyer un volume de malade mental sur les jambes, même si au final c'est ce que j'ai fait de manière un peu involontaire sur les quadriceps, c'était probablement pas utile parce que les jambes n'étaient peut-être pas un point faible, mais plutôt un retard. Tout simplement un groupe musculaire qui n'a pas été travaillé suffisamment sérieusement, avec suffisamment d'intensité, suffisamment de charge, peut-être suffisamment de variété d'exercices, et évidemment suffisamment de temps et de volume pour être suffisamment développé par rapport au reste du corps. Par contre, ce qui ressort très clairement sur mon physique, c'est que les pectoraux sont pas foufou, mais je trouve qu'un point faible pectoraux, ça n'engage que moi, c'est mon avis. C'est pas nécessairement ce qui me dérange le plus sur un physique, et sur le mien, je sais que mes pectoraux sont faibles, c'est pas nécessairement ce qui me dérange actuellement, ni ça m'a jamais dérangé en soi, j'aime pas spécialement bosser les pectoraux, je les ai jamais réellement priorisés. Par contre, les bras étaient extrêmement faibles, j'en avais déjà conscience, et c'était déjà quelque chose que je souhaitais mettre un petit peu plus en avant sur mon physique. Psychologiquement, j'avais beaucoup de mal à démarrer mes séances par les bras, tout simplement parce que j'aime pas ça, j'ai du mal à démarrer par des exercices entre guillemets un petit peu faciles d'isolation, début de séance type élévation, démarrer par du leg extension, leg curl, ça va, ça me dérange pas trop, démarrer par des exercices d'isolation bras ou épaules en début de séance, c'est vrai que j'avais du mal, mais par contre là, si on regarde l'objectif principal du programme d'un point de vue hypertrophie bodybuilding, bon, le profil encore une fois, c'est moi à l'époque, il y a un manque de masse musculaire global, mais si on se dit qu'il y avait un groupe musculaire à prioriser, c'était probablement biceps et triceps, et malheureusement, c'est ce qui ne ressort pas du tout
sur le programme en soi. Donc là, ce qui aurait sûrement été intéressant, c'est, première chose, augmenter le volume sur les bras. Alors évidemment, avant ça, s'assurer que les exécutions soient maîtrisées, parce que les exécutions pouvaient être aussi légèrement améliorées, mais c'était pas ce qui avait le plus catastrophique en soi. De mémoire en tout cas, parce que j'ai plus de vidéos de l'époque, sinon je vous en aurais bien apposé quelques-unes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. S'assurer que les exécutions soient bonnes, augmenter légèrement le volume, parce que dans tous les cas, là il est faible. On sait très bien qu'augmenter le volume, quand on parle d'un volume qui est aussi faible, là on parle littéralement de 4 séries directes sur les biceps tous les 9 jours, plus une variante neutre où vous allez avoir un petit peu plus de brachioradial ou quoi que ce soit. Bon, allez, on peut argumenter 8 séries sur les biceps tous les 9 jours, ce qui reste faible, et pour les triceps, on est littéralement à 4 séries tous les 9 jours. Allez, on peut dire 6 si on admet que les triceps sont un facteur limitant sur les dips, ce qui dans mon cas n'était pas le cas, c'était honnêtement le deltoïde antérieur. C'est extrêmement faible. Donc là, on sait très bien qu'ajouter du volume, dans tous les cas, ça va être bénéfique. C'est pas comme si on partait déjà d'une base à 12, 14, 15 séries, le volume est... C'est pas le plus élevé au monde, mais il est déjà relativement conséquent en soi. Dans ce cas-là, s'il y a une problématique de progression, plutôt venir s'attarder sur l'exécution et les intensités, c'est peut-être le premier levier à aller activer avant de chercher à activer le volume qui, normalement, à ce niveau-là, devrait déjà commencer à offrir des résultats un petit peu plus probants que ça. Ok ? Là, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire en fait sur la fin de cette vidéo, c'est vous ne pouvez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça sur les réseaux, qui vont analyser un programme d'entraînement, qui vont vous dire « ouais, cette séance-là, elle est nulle, je lui mets la note de 6 sur 10, ou ça devrait être vu par-ci par-là, etc. » Si vous n'avez pas le contexte de la personne, que vous ne connaissez pas ses objectifs, les choses qu'elle souhaite prioriser, ses antécédents de blessures, pathologies, son aisance personnelle sur certains mouvements, que vous prenez potentiellement en compte son niveau, que vous ne prenez pas en compte l'intégralité du reste des séances, la structure du programme de manière générale, et après il faudrait aller chercher aussi sur tout le contexte de vie de la personne, pour ses capacités de récupération, c'est ça qui détermine énormément en fait le volume que vous allez être capable de tolérer à travers vos entraînements aussi. Ça n'a pas vraiment de sens et vous ne repartez honnêtement pas avec beaucoup d'informations. La seule chose que ces vidéos-là peuvent vous apporter, c'est probablement est-ce que le choix des répétitions est plus ou moins cohérent et est-ce que la sélection d'exercices est plus ou moins cohérente par rapport au souhait de recruter tel ou tel groupe musculaire en soi. Mais sinon, ça ne vous apporte pas grand-chose. L'analyse d'un programme, c'est quand même relativement long, c'est beaucoup plus détaillé et comme vous l'avez vu, il faut essayer de prendre en compte un ensemble. Et encore là, vous voyez que la vidéo, elle est relativement longue en soi, je vous ai pas donné tout le contexte global qu'il y avait derrière ou quoi que ce soit, et vous voyez qu'il y a déjà moyen de creuser plus ou moins loin, et encore, j'ai essayé de faire en sorte d'aller suffisamment vite pour pas que la vidéo ne dure 2 heures, 2 heures et demie. Bref, tout ça pour vous dire, n'essayez pas d'analyser un programme sans contexte, ça n'a probablement pas beaucoup d'intérêt, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je pense que ça vous donne honnêtement pas mal de pistes de réflexion et de raisonnement sur la structure d'un programme, les erreurs que vous pouvez probablement éviter, les choses que vous pouvez un petit peu optimiser aussi ou quoi que ce soit. L'objectif, voilà, c'était tout simplement entre guillemets de vous faire rentrer dans mon cerveau quand je faisais une petite rétrospective de mon premier programme de bodybuilding en soi. Écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, laisser un j'aime, ça m'aide énormément. Et si jamais il y a des idées de vidéos que vous aimeriez ou des sujets que je traite, n'hésitez surtout pas à me le dire directement en commentaire ou bien directement en MP sur Instagram. Ce sera avec plaisir pour les traiter. Et moi, ça m'aide aussi toujours d'avoir des idées de contenu qui peuvent vous plaire. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.